Finale de la Coupe du Mali de basketball, le Djoliba AC en dames et le Stade malien de Bamako en messieurs remportent les trophées au stade du 26 mars en présence du président de la République par intérim John Kounda Traoré que nous entendrons dans ce journal en attendant le point complet de ces finales avec nos reporters. Nous serons encore avec le président de la République dans ce journal. John Kounda Traoré nous parlera de son avenir politique et des récentes promotions intervenues au sein de l'armée nationale. Promotions qui, selon lui, s'inscrivent dans le cadre de la réconciliation du pays avec lui-même. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester sur le RTM et bienvenue à l'information. Nous ouvrons ce journal par du sport. En basketball, les finales de la Coupe du Mali ont été remportées ce soir au stade du 26 mars par le Stade malien de Bamako chez les messieurs et le Djoliba AC en dames. Ces finales étaient présidées par le président de la République par intérim, le professeur John Kounda Traoré, qui a livré ses impressions à la fin des deux matchs. C'est terminé. Ouais, c'est terminé. Terminé. Les Djoliba Athletic Club qui remportent le trophée. Ben, j'ai assisté à deux matchs extrêmement agréables à voir. D'abord, le match des dames, des filles, a été un très beau match, disputé de bout en bout. Vous avez vu comme moi que la première mi-temps a été celle du stade et que le troisième quart-temps a été celui de Djoliba. Et que donc le Djoliba n'a eu qu'à dérouler le quatrième quart-temps. Et donc un très beau match. Dans le Djoliba, de très bonnes joueuses également, qui ont su mouiller le maillot et gagner ce match. Le match des garçons, beaucoup plus athlétique. Et vraiment un beau match qui a suivi à peu près le même scénario. Première mi-temps pour l'une des équipes, notamment la AS Police. Et le troisième quart-temps a permis au stade de revenir. Et donc de terminer en apothéose le quatrième quart-temps. De très beaux matchs qui augurent bien de l'avenir du basket malien. Je ne suis pas étonné aujourd'hui, après avoir vu ces matchs, de voir que nos dames ont gagné, même sur le plan continental. Et je suis certain que bientôt à Abidjan, nos garçons également feront de bonnes prestations. Justement, un petit mot à leur endroit, puisqu'ils vont défendre les couleurs du Mali dans quelques semaines à l'Afro-Basket. Ils ont tous mes encouragements et ils peuvent être certains qu'ils ont les bénédictions de l'ensemble du peuple malien. Nous comptons sur eux et nous sommes sûrs qu'ils seront honorés le drapeau malien. Voilà, c'était donc les propos du président de la République par intérim à la fin de ces deux finales que vous avez pu suivre en direct sur cette antenne. Le président de la République par intérim a bouclé hier par Ouagadougou au Burkina Faso une visite d'amitié qu'il a menée au Nigeria et au Bénin. Dans ces différents pays, le professeur John Kounda Traoré a élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Mali les présidents Goodluck Jonathan, Thomas Yahi Boni et Blaise Compaoré. C'est en reconnaissance des efforts déployés en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité au Mali. Le récit de nos envoyés spéciaux Aruna Diarra et Mamari Kone. Immortaliser le rôle joué par les présidents nigérians, béninois et burkinabés dans la résolution de la crise politique, sécuritaire et humanitaire au Mali. Voilà le sens que l'on peut donner à cette visite d'amitié que le président de la République par intérim vient d'effectuer au Nigeria, au Bénin et au Burkina Faso. Une visite au cours de laquelle Goodluck Jonathan, Thomas Boni Yahi et Blaise Compaoré ont été élevés à la dignité des Grands Croix de l'Ordre national du Mali, l'une des plus hautes distinctions honorifiques de notre pays. Le professeur Kounda Traoré a salué l'engagement sans faille de ses chefs d'État aux côtés de notre pays, à commencer par le médiateur de la CEDEAO. Le président Compaoré a été un des grands artisans de ce succès de la transition malienne. En tant que médiateur de la CEDEAO, il a eu à faire face à des situations extrêmement compliquées qu'il a su dénouer, à des problèmes extrêmement compliqués auxquels il a pu trouver les meilleures réponses. Je sais que sa tâche n'a pas été facile. Vous savez, dans des situations comme ça, tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Il a eu à faire face à, disons, des critiques parfois acerbes. J'ai loué l'esprit de sacrifice, plein d'engagement du président Kounda pour nous accompagner, pour faciliter l'action que nous avons menée en relation avec, bien sûr, la communauté internationale pour arriver à cette élection qui est un point de départ pour permettre aux Maliens de se retrouver dans le cadre d'un dialogue inclusif
afin de traiter des grandes questions politiques qui restent, afin, bien sûr, de mieux permettre une plus grande adhésion des populations du Nord au processus républicain sur lequel nous sommes en train de veiller. Le co-médiateur dans la crise malienne, le président nigérian, a été salué pour le rôle joué dans le retour à l'ordre constitutionnel et la signature de l'accord préliminaire de Ouagadougou. En recevant la décoration, le chef de l'État nigérian dira que l'intervention de son armée au Mali s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles entre les deux pays. Goodluck Jonathan s'est dit convaincu que le Mali est sur la voie de la reconstruction et de la réconciliation. Le professeur Diongouna Traoré n'oublie pas le rôle de leadership joué par le président béninois dans la mobilisation de la communauté internationale auprès du Mali. Le Mali n'est pas prêt d'oublier votre plaidoyer déterminé et touchant depuis le début de sa crise en janvier 2012. À la tête de l'Union africaine, votre implication et votre engagement personnel ont été déterminants pour le retour de notre pays à la légalité constitutionnelle. Soyez persuadés que c'est en grande partie dans vos paroles que j'ai puisé ce que vous appelez ma détermination, qui est peut-être quelque peu à la base des succès dont nous nous félicitons aujourd'hui. Vous dire merci, merci, un grand merci pour le rôle combien considérable vous avez joué dans la gestion de la crise malienne, et j'allais dire la crise de la zone sahélo-sahélienne. La mission qui a été la vôtre était très complexe. Mais par votre foi en Dieu, le Père Céleste, Dieu Allah, vous avez su, avec dextérité, habileté, courage, amour, transcender tous les obstacles qui sont dressés sur votre chemin pour gérer d'une main de maître cette période de transition. Lors de la réception à la salle du peuple à Cotonou, le président béninois a élevé le professeur Diongouna Traoré à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin pour service rendu au Mali et à la communauté internationale. Dans les différents pays visités, les chefs d'État se sont réjouis de la bonne organisation de l'élection présidentielle avant de féliciter le président élu. Ils ont toutefois invité les autorités maliennes à poursuivre le processus électoral en cours au bonheur du peuple malien. À noter que le Nigeria, le Bénin et le Burkina Faso contribuent à l'aménagement. Lors de sa visite au Burkina Faso, le président de la République par intérim a évoqué son avenir politique et les promotions intervenues au sein de l'armée nationale. Pour le professeur Traoré, ces promotions s'inscrivent dans le cadre de la réconciliation du pays avec lui-même. Des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Aruna Diarra et Mamari Kone. Vous savez, le Mali revient de loin. Et grâce à la solidarité de nos frères de la CEDEAO, de l'Union africaine, et grâce à la mobilisation de l'ensemble de la communauté internationale, nous sommes aujourd'hui en train de nous féliciter de la tenue de l'élection présidentielle qui s'est déroulée de façon historique au Mali. Donc, au Mali aujourd'hui, nous n'en sommes plus à chercher à compliquer les problèmes qui sont déjà suffisamment compliqués. Nous en sommes arrivés à un stade où il y a des pages qu'il faut tourner, à un stade où il faut pardonner, à un stade où il faut regarder résolument vers l'avant, ne pas être toujours là en train de regarder dans le rétroviseur. Et je pense que c'est dans le cadre de la réconciliation du peuple malien avec lui-même que nous avons posé cet acte, qui est un acte somme toute ordinaire. Les gens pensent que le capitaine Sanogo a fait un coup d'État et que ce qui est arrivé, c'est une récompense, c'est une prime à la turpitude de l'armée malienne. Je pense que le capitaine Sanogo, comme ses compagnons,
demeure des Maliens à part entière avec tous les devoirs d'un Malien et aussi tous les droits. Ce sont des jeunes officiers qui se sont trompés, qui l'ont regretté et qui ont demandé pardon à l'ensemble du peuple malien pour l'acte qu'ils ont posé. Je pense que dans la vie, quand on n'est pas capable de pardonner, ça veut dire qu'on n'est pas capable d'aller vers la paix. Et je pense qu'aujourd'hui, ce dont le Mali a le plus besoin, c'est de paix civile, de paix politique. Et je pense que c'était un devoir pour moi de régler un certain nombre de problèmes définitivement avant l'arrivée du prochain président de la République, le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui aura à s'occuper de problèmes extrêmement importants. Je ne veux pas qu'une fois investi, il ait à perdre du temps sur des questions que je plaiderai pour ma part désormais qui sont des faux problèmes. Son agenda sera extrêmement fourni et les problèmes qu'il aura à résoudre sont des problèmes d'une autre nature. Et moi, je serai reconnaissant aux journalistes, à la presse, à la communauté internationale, à tous ceux qui nous observent, de comprendre cela et de ne pas toujours chercher à retourner le couteau dans la plaie. Ça ne fait aucun bien au Mali, aucun bien au peuple malien. Tournons cette page et allons résolument de l'avant. Maintenant, mon avenir politique, personnel, bon, ça c'est Dieu qui le sait. Ce que je puis vous assurer, c'est que toute ma vie, je me suis battu pour la liberté et pour la dignité de l'homme et pour le mieux-être des peuples africains, pour l'intégration et l'unité africaine. Je demeurerai un militant pour ces causes-là et je demeurerai engagé pour ces causes-là, quel que soit le cadre dans lequel je me trouverai et quelle que soit la situation dans laquelle je me trouverai. Voilà, nous avons reçu aujourd'hui des messages de félicitations au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour son élection. Des messages qui nous viennent du Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité, PIDS, de l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain et du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Ils adressent tous leurs vœux de réussite au président de la République et saluent la forte mobilisation malienne lors des 2 tours de l'élection présidentielle. La direction de l'information et des relations publiques des armées a reçu jeudi le chef du détachement de liaison et d'assistance de l'EUTM, le colonel Patrick Vaglio. Cette visite de travail a permis à l'expert militaire européen non seulement de s'imprégner des réalités de fonctionnement et des conditions de travail du service de presse des armées, mais aussi de faire un état des lieux et projeter les axes de progrès sur lesquels l'EUTM entend aider la DIRPA à émerger au service des forces armées maliennes. Suivez la réaction du colonel Patrick Vaglio, chef du détachement de liaison et d'assistance de l'EUTM, à la fin de sa visite. Le but de ma présence ici, c'est de me rendre compte in situ, donc sur place, à la DIRPA, de l'état des lieux et faire un point donc avec le directeur de là où on en était au niveau de la DIRPA et les axes de progrès sur lesquels on devait travailler et sur lesquels EUTM pouvait venir aider la DIRPA pour progresser au service de l'armée malienne. Et en particulier, j'ai été très impressionné par la salle de presse. Alors même si j'ai bien compris qu'elle n'était pas totalement terminée, il me semble que vous allez disposer là d'un outil important pour pouvoir communiquer en interne et pour pouvoir montrer, pour que l'image des forces maliennes soit diffusée de la meilleure manière possible au sein des médias maliens en particulier. Ce qui est important, c'est que j'ai vu une équipe soudée et des officiers particulièrement concernés par le travail qu'ils effectuaient au sein de la DIRPA au profit des forces armées maliennes. Donc on est bien ici dans une mission de conseil auprès de l'armée malienne. Encore une fois, on n'est pas là pour se substituer. On n'est pas là pour se substituer aux forces armées maliennes parce que l'avenir des FAMA est bien entre les mains des Maliens. On est juste là pour apporter conseil et expertise pour que cette reconstruction, cette refondation de l'armée malienne puisse partir sur de bons rails. Les autorités en charge des questions de santé de notre pays veulent accentuer la lutte contre la rougeole et le cancer du col de l'utérus. Elles s'inscrivent dans la dynamique de la sous-région africaine en matière de prise en charge de ces maladies. Ils sont réunis à Sikasso pour valider les plans stratégiques d'atteinte des objectifs. La cérémonie d'ouverture de la rencontre était présidée par le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Sikasso en présence de la directrice nationale de la santé et du représentant de l'OMS au Mali, compte rendu de Sekou Konaté. En initiant la présente rencontre, le ministère de la Santé veut se doter d'une démarche méthodique et efficace
pour lutter contre le cancer du col de l'utérus et éliminer la rougeole d'ici 2020. La rougeole est une maladie meurtrière chez les enfants de 0 à 5 ans. Compte tenu de l'évolution de la science, il serait inadmissible que les enfants meurent actuellement de rougeole. Le deuxième axe, c'est le cancer du col de l'utérus. Comment nous allons introduire un vaccin qui va lutter contre le virus qui est responsable à 70% de ce cancer. Pendant 6 jours, retranchés dans la capitale du Kénédougou, les représentants des départements ministériels, les partenaires techniques et financiers de notre pays vont minutieusement analyser les 2 documents de stratégie de lutte, apporter le correctif nécessaire afin de rendre leur mise en œuvre conforme aux directives de la sous-région africaine. L'engagement de l'OMS et des partenaires se concrétise par le fait que les documents qui vont être produits ici seront partagés avec les pairs entre le 26 et le 30 à Ouagadougou. Une initiative que les autorités régionales saluent car elle s'inscrit dans la droite ligne de la politique de santé de notre pays. Je vous invite à faire une analyse critique de tous les documents qui vous seront soumis afin que notre pays dispose des documents de qualité dont la mise en œuvre contribuera à l'amélioration de la santé de nos populations. Un engagement qui permettra à coup sûr de soulager les populations qui continuent de payer un lourd tribut au cancer du col de l'utérus pour les femmes en âge de procréer et les enfants de 0 à 5 ans à la rougeole. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche a inauguré hier la mini-laiterie de Kita. Elle a été financée par le gouvernement malien en partenariat avec la Banque africaine de développement pour un montant de plus de 63 millions de francs CFA. La laiterie a une capacité de production de 1000 litres par jour. Après avoir inauguré l'infrastructure, le ministre Diané Mariam Kone livre ses impressions au micro de nos envoyés spéciaux, Mohamed Diarra et Amadou Diawara. C'est un travail qui a commencé et ça c'est le 3e volet. Les techniciens vous ont dit, et ils ont eu depuis 2012, il y a eu des constructions, la formation, l'équipement, donc tous les aspects, en tout cas du sous-secteur de l'élevage sont pris en compte dans ce projet, qui est un financement de la Banque africaine de développement. Maintenant, nous comptons sur les bénéficiaires pour qu'eux aussi ils puissent faire, en tout cas, les missions qu'on leur a demandées pour le bonheur en tout cas de notre sous-secteur élevage, parce qu'il mérite ça. Ce sous-secteur élevage mérite cet accompagnement pour que nous puissions mieux booster l'économie du Mali. Alors le Mali injecte près de 18 milliards de francs CFA dans l'importation du lait. Qu'est-ce que cette laiterie va changer concrètement? Notre vœu, c'est que le Mali ne met même plus 1 milliard du lait importé. Notre ambition est que nous-mêmes nous puissions produire notre lait, le consommer et même pourquoi pas envoyer à la sous-région. Même si on ne peut pas amener dans les pays développés. Et nous sommes engagés et véritablement dans ce processus. Et je sais qu'on va réussir. Actualité hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, rencontre à Yamoussoukro entre Henri Konan Bédié, président du PDCI, et les secrétaires généraux du parti, dans un climat de vive tension pour parler de la désignation du président du parti au mois d'octobre prochain. Accueil vendredi à Yamoussoukro, dans la plus pure tradition baoulée, de l'immuable président du PDCI, Henri Konan Bédié, pour l'avant-conclave du parti le 17 août. À 79 ans, l'ancien chef de l'État ne semble pas disposé à passer la main, même si le parti est en proie à une crise de génération. Les prétendants à la présidence du parti oseront-ils tuer le père? Rien n'est moins sûr. Partout où il va avoir la succession du Houphouët-Boigny, pour la mémoire du feu président Houphouët-Boigny, nous serons toujours derrière la personne qui sera indiquée pour assurer la succession. L'enjeu est important et va au-delà d'une simple rencontre entre un président de parti et les secrétaires généraux des sections. Il s'agit de faire comprendre lors de ce congrès qu'au PDCI, il n'y a qu'un seul chef et que celui-ci sera clairement désigné au congrès en octobre pour la présidentielle de 2015. Mais il y a de la contestation dans l'air. Depuis 2003, nous n'avons pas encore rencontré notre président. Quand un militant n'est pas d'accord, il fait un préalable. Une contestation au sein du parti qui n'est pas du goût de tout le monde, il faut écarter les personnes dont les idées dérangent. Une seule tête doit sortir du lot et les délégués du conclave ont exhorté Henri Konan Bédié à prodiguer plus de conseils à son jeune frère Alassane Ouattara. Un message bien accueilli par la délégation du RDR. Ce que nous retenons fortement de cette cérémonie,
c'est la force du rassemblement et le message très fort des anciens, des chefs, quant à la nécessaire union et surtout à l'unité parfaite qui doit toujours présider les rapports du président Bédié et de son jeune frère, le président de la République Alassane Ouattara. Durant ces 2 jours, l'ombre omniprésente de Félix Houphouët-Boigny a plané sur les participants du conclave du PDCI-RDA à Yamoussoukro. En Égypte, malgré la violente manifestation de vendredi qui a poussé de nombreux pro-Morsi à trouver refuge dans la mosquée Al-Fatah, les frères musulmans appellent à de nouvelles manifestations au moment où le pays n'en finit plus de compter ses morts. La mosquée Al-Fatah dans le centre du Caire. Les abords sont sous contrôle de l'armée. Un cordon de sécurité est installé à l'entrée, mais à l'intérieur, des centaines de partisans islamistes sont retranchés. C'est ici que se sont rassemblés depuis la manifestation géante de vendredi les pro-Morsi. À la mi-journée, après avoir négocié la sortie de certains manifestants, en particulier des femmes, la situation semblait légèrement se détendre. Mais beaucoup refusent de sortir de crainte d'être arrêtés, mais aussi par crainte de représailles des anti-Morsi, armés de bâtons et voulant en découdre. Ils ont arrêté quelqu'un à l'intérieur de la mosquée Al-Fatah. La sécurité essaie de le protéger de la foule en colère. Le dialogue a rapidement tourné court. L'assaut est donné à l'intérieur de la mosquée. Des images amateurs montrent des tirs de gaz lacrymogène. La confusion semble totale. Dehors, des échanges de coups de feu en direction du minaret, apparemment utilisé comme poste de tir. Symbole d'un pays déchiré en deux, au moins 173 personnes sont mortes dans toute l'Égypte en une journée. Le Premier ministre, par intérim, a proposé la dissolution des frères musulmans pour trouble à l'ordre public. Mais malgré les interdictions, les partisans de Mohamed Morsi maintiennent leurs appels à manifester pour toute la semaine à venir. L'Égypte connaît depuis ces dernières semaines ses jours les plus sanglants depuis la chute d'Hosni Moubarak il y a 2 ans. Nous restons à l'étranger aux Philippines. On parle à présent de naufrage d'un ferry entré en collision avec un cargo. Naufrage qui a fait des dizaines de morts et près de 170 disparus. Le bateau a sombré en 10 minutes à peine. Aux Philippines, au moins 31 personnes sont mortes dans le naufrage de leur ferry dans la nuit de vendredi à samedi. Le navire qui transportait plus de 800 passagers est entré en collision avec un cargo près du port de Cebu, dans le centre de l'archipel. Le cargo, lui, n'a pas fait naufrage, mais sa coque déchiquetée révèle la violence de l'impact avec le ferry. C'est arrivé si vite. On était à l'intérieur du ferry pour un concert quand on a entendu un grand bruit et le chanteur a volé vers moi. J'ai couru pour aller chercher ma femme et ma fille qui dormaient déjà. Si je n'y étais pas allé, elles seraient peut-être mortes maintenant. Sur ces listes, les noms des passagers secourus par les gardes-côtes et les militaires. Les survivants espèrent y découvrir leurs proches. Samedi matin, 171 personnes étaient toujours portées disparues. Quand on a senti que le bateau commençait à tanguer, on est vite allé sur le ponton parce qu'on avait peur que le ferry coule. Sans faire exprès, j'ai lâché la main de mon fils et je ne retrouve plus ma fille. Les plongeurs et les gardes-côtes ont dû interrompre la recherche de survivants à cause d'une tempête. Le bilan définitif risque d'être très lourd. Les accidents de ferry sont fréquents aux Philippines, mal entretenus, souvent surchargés. Ces navires causent la mort de dizaines de personnes chaque année. L'actualité dans le reste du monde en bref, avec des escales aux États-Unis, au Liban et en Syrie, où selon le HCR, près de 5 à 7 000 personnes ont traversé la frontière avec l'Irak pour fuir les combats et les bombardements. Un afflux soudain et massif de réfugiés syriens en Irak, constat du Haut-Commissariat aux réfugiés qui s'explique mal ce mouvement brutal. Selon le HCR, entre 5 et 7 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont traversé la frontière jeudi pour se réfugier dans le nord de l'Irak. Fuyant les combats et les bombardements en Syrie, les familles viennent des régions d'Alep, d'Efrin, d'Assaké et de Kanishli. À ce jour, plus d'1 900 000 Syriens ont trouvé refuge dans les pays voisins, dont les 2 tiers depuis le début de l'année. Au
lendemain de l'attentat qui a frappé un fief du Hezbollah dans la banlieue chiite au sud de Beyrouth, Hassan Nasrallah accuse les extrémistes musulmans sunnites d'être derrière cette attaque. Le chef du Hezbollah s'est dit prêt vendredi à aller combattre personnellement en Syrie. Il menace d'envoyer plus de combattants pour aider le régime de Bachar al-Assad à défaire ses extrémistes. Des centaines de combattants du Hezbollah combattent déjà depuis des mois aux côtés de l'armée syrienne contre la rébellion. La fin d'un mythe, un rapport de la CIA de 400 pages sur l'histoire du programme U-2 entre 1954 et 1974 vient de sortir. Il révèle que les apparitions d'OVNI au-dessus de la mystérieuse zone 51 dans le Nevada n'étaient en fait que ces fameux avions espions de la guerre froide testés sur la base ultra secrète. À l'époque, personne n'imaginait que le vol habité était possible à 20 000 mètres, d'où de fréquents signalements d'objets non identifiés par des pilotes commerciaux. Retour à l'actualité nationale, un concert géant pour célébrer la réussite de l'élection présidentielle 2013 au Mali. C'est ce que projette l'artiste africain Moussa Doumbia dit Tiken Jah Fakoly en collaboration avec les jeunesses des deux candidats du deuxième tour du scrutin. L'annonce a été faite hier après-midi à l'espace culturel Radio Libre par les organisateurs qui étaient face à la presse nationale. Reportage de Cheikh Oumar Sangaré. La réussite de l'organisation du scrutin présidentiel en si peu de temps et dans une situation de crise, mais aussi et surtout le fair play politique entre le vaincu et le vainqueur de l'élection sont autant d'actes qui ont séduit Tiken Jah Fakoly. Pour l'artiste, le camp malien doit inspirer les politiques africains qui peinent à tenir des élections apaisées. Le Mali, aujourd'hui, a démontré que la démocratie est possible en Afrique. Pendant la campagne, j'allais dans des familles et je voyais que le père était prêt à voter pour Ibeka, mais la femme prête à voter pour Soumaïla Cissé, les enfants étaient prêts à voter pour tel ou tel candidat. Donc il y avait cette ambiance dans la famille, ça rigolait même. Ah, moi je veux voter telle personne parce que... Donc le Mali vient de donner un exemple. Pour cette conférence de presse, Tiken Jah était entouré du représentant de la jeunesse de l'URD de Soumaïla Cissé, celui de la coalition de la jeunesse Le Mali d'abord d'Ibrahim Boubacar Keïta et d'autres jeunes africains amis du Mali. Ensemble, ils prévoient d'organiser un méga concert pour la paix dans la foulée de l'investiture du nouveau président. On souhaite, si on a les moyens, que ce soit du jamais vu au Mali. Et ça doit être du jamais vu au Mali parce que l'action que le Mali a posée aujourd'hui est du jamais vu en Afrique. Il faut encourager, il faut que les jeunes des autres pays se disent « Ah, mais pourquoi nous on se tape dessus ?» Alors que la dernière fois, les Maliens ont voté, il n'y a même pas eu de blessés, il n'y a même pas eu de problème. Donc il faut que notre message aille loin. Pour les organisateurs, ce concert qui vise à célébrer l'exemplarité de la démocratie malienne sera à la dimension de l'événement. Ils attendent la date de l'investiture du nouveau président pour fixer celle du concert. Mettre sous terre 20 000 plants, c'est l'objectif visé par l'association féminine Fayaton de Kassela. Elle a procédé ce matin dans la forêt classée de la Faya au lancement de cette initiative sous l'égide du programme Gestion décentralisée des forêts GDFOR. C'était en présence des responsables des eaux et forêts de Koulikoro et les initiatrices. Envoyés spéciaux Agibou Koulibaly, Tchadja Kamara. L'association féminine Fayaton de Kassela, en initiant cette activité de reboisement dans la forêt classée de la Faya, entend contribuer à la restauration et à la préservation de notre environnement. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement des activités de reboisement de cette association féminine qu'on appelle Fayaton dans la forêt classée. L'appui technique et financier du programme GDFOR, ces bonnes dames ont été reconverties vers d'autres activités génératrices de revenus à travers la composante changement climatique. Cette activité de reboisement de l'association féminine Fayaton de Kassela est très appréciée par les responsables des eaux et forêts. On les a dégarpillés un peu là, mais quand on dégarpille quelqu'un qui est en train d'entreprendre une activité là, il faut lui donner en ce moment une autre activité qui puisse lui rapporter. Donc c'est pour cela qu'on les a fait occuper la pépinière. Donc elles sont en train de produire là-dedans, ils en ont produit beaucoup de plants. Et ils ont choisi ensuite une autre parcelle pour venir reboiser ces mêmes plants ici. Au-delà de ce lancement, l'association féminine Fayaton de Kassela veut reboiser 25 hectares dans la forêt classée de la Faya. Cette activité est appuyée par le programme GDFOR avec l'accompagnement de la coopération suédoise.
On a ouvert ce journal par du sport, on va le boucler par du sport et du football cette fois-ci. Coupe de la Confédération phase de poule, 3e journée. Le stade malien de Bamako n'a pu faire que match nul 0-0 cet après-midi face aux Tunisiens de l'hôpital du Sahel de Sousse. Au terme de cette phase allée, le stade malien affiche 1 point au compteur. Le résumé de la rencontre avec Siragatou Sissi. Gagner à tout prix cette 3e journée, c'est l'équation à résoudre pour le stade malien de Bamako, dernier de la poule à 0 points. Face à l'étoile sportive du Sahel de Sousse de Tunisie, 2e ex-aequo, 3 points. En difficulté, le stade s'est tout de suite porté vers l'avant. Mais les offensives sont gâchées soit par précipitation ou maladresse. Le stade malien de Bamako est en panne. Mi-temps 0-0. À la reprise, l'entraîneur des Blancs, Pascal Janet, fait entrer coup sur coup 2 piliers, Mori Makankoita et Abdoulaye Sissoko, pour apporter du tonus dans le jeu. Les nombreux mouvements enclenchés à droite comme à gauche ne donnent rien. À chaque fois, le public gronde. Le match aurait pu basculer en faveur du stade malien si l'arbitre kenyan avait sifflé une faute de main du défenseur tunisien dans la surface de réparation, à la 73e minute. Peine perdue. Score final 0-0. On avait besoin d'une victoire, on ne l'a pas obtenue, mais j'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs. J'avais décidé de partir sur une option en 4-5-1, 4-3-3 avec le ballon. Et ça nous a permis d'être bien dans le match. Après, j'ai rentré des joueurs un peu plus offensifs qui ont apporté un plus, je crois, mais on n'a pas réussi à mettre ce but qui nous aurait bien rendu service pour avoir plus de chance. Là, il nous reste une chance infime, mais voilà, je ne peux pas reprocher grand-chose à mes joueurs. On a été largement dominé par l'équipe du stade malien. On a bien résisté, mais on était aujourd'hui trop en dessous de notre niveau. Il y avait trop de joueurs qui étaient en dessous de leur niveau pour pouvoir prétendre à autre chose qu'un nul. Mais bon, c'est un bon point qu'on comprend, qui sera important pour la suite de la partie. Mais ça a été un match difficile. C'est vrai que c'est des conditions difficiles pour nous. On n'est pas trop habitué à jouer avec cette chaleur, cette humidité, sur un terrain détrempé. Mais on a fait ce qu'on a pu. 1 point pris sur 9 possibles, la moisson du stade malien de Bamako est infructueuse dans cette phase allée de la Coupe de la Confédération. Le prochain rendez-vous des Blancs, c'est dans 2 semaines à Sousse contre cette même équipe de l'Étoile. Voilà, vous pourrez suivre après les émissions religieuses ce soir ce match Stade malien de Bamako, Étoile du Sahel de Tunisie en différé. Voilà, vous retrouverez l'information demain à 13h avec